Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième webinaire qui explore et cherche à nous donner des clés pour nous faciliter l'exercice. Le thème du jour est le tabagisme. Comme vous savez, le bilan de prévention est un moment privilégié entre nous et la population. Il nous permet de faire un point sur les âges clés de la vie. Ce bilan de prévention est unique et n'appelle pas d'acte infirmier, hormis la vaccination. Donc, si vous êtes formé à la prescription, vous pouvez vérifier les carnets de vaccination et remettre à jour le statut vaccinal des patients. Et vous pouvez coter l'acte d'injection si le patient vient avec un vaccin. Les premiers retours de la population qui nous ont été faits, c'est qu'ils sont très contents et parce qu'on prend le temps d'écouter sur un temps de consultation d'une demi-heure à 45 minutes et la population apprécie. Comme en plus c'est simple à mettre en place, ne nous prévons pas sur ce nouvel acte qui ne nécessite pas de prescription médicale. Il est en accès direct aux infirmiers. Certes, c'est un changement un peu compliqué, mais ça nous permet de montrer la plus-value de l'infirmière dans le système de santé par notre contribution à améliorer la santé publique. Lors du dernier webinaire, nous avions abordé le thème de l'obésité. Aujourd'hui, Sophie Beauverger, spécialiste, va nous aider à faire un point sur l'arrêt du tabac et sa consommation et sa pathologie addictive. Ensuite, après le topo de Sophie, nous aurons ensuite un échange aux questions que vous posez en direct. Pour le moment, vous pouvez poser des questions sur la rubrique questions-réponses et Sylvie vous répondra tout au long du déroulé. Voilà, bon webinaire. À toi, Sophie. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je vais me présenter. Je suis Sophie Beauverger. Je travaille dans un petit village à côté de Toulouse et je suis infirmière libérale et je suis infirmière azalée pendant 2 jours par semaine. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses sur le tabac que je vais essayer de vous partager. Enfin, je vais vous partager. Je vais les partager toutes les connaissances que j'ai. Je vais les partager en 20 minutes avec vous. Je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup appris aussi en faisant le mois sans tabac dans mon ESP et ma CPTS. On a organisé ça chaque année, on l'a fait pendant 3 ans. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris. Et c'est vraiment un travail en pluripro qu'on a réalisé sur ce mois sans tabac. Je reste à votre disposition plus tard si vous avez des questions, si vous voulez organiser des projets sur votre MSP, ESP et CPTS sur le mois sans tabac. Je reste à votre disposition. Et si vous avez d'autres questions, je serai toujours présente pour répondre à vos questions. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, en fait, au programme, je vais vous donner quelques informations. C'est pour une meilleure compréhension que le tabac, en fait, c'est une maladie chronique. C'est une maladie de l'addiction à la nicotine. Ensuite, je vais vous apporter quelques informations sur qu'est-ce que c'est que la dépendance pour ne pas justement avoir un discours culpabilisant pendant vos bilans de prévention. Ensuite, je vais vous proposer quelques outils d'évaluation à la dépendance à la nicotine. Et puis, on verra après par rapport au bilan de prévention où sont les items justement pour répondre à ce problème de l'addiction. Donc, le plan sur les 20 minutes, c'est quelques chiffres sur le tabac, les dangers de la combustion, parce qu'en fait, sur le tabac, ce qui est dangereux, c'est vraiment la combustion du tabac, le processus de l'avant, les méfaits du tabac, les bénéfices de l'arrêt du tabac. Après, on va parler un peu des substituts nicotiniques pour un meilleur sevrage. Après, on parlera du bilan de prévention avec quelques outils motivationnels. Et ensuite, je vous ai mis plein de ressources et de références. Donc ça, vous pourrez les voir à tête reposée.
Allez, on y va. Alors, par contre, je ne vais pas parler il y avait, il y a quelques années, l'année dernière, enfin, il y a quelques années plutôt, il y avait un traitement pour le tabac qui était féroce, mais maintenant, il n'y est plus du tout, on l'a plus, il n'est plus du tout remboursé en France. Et donc, ça, je ne vais pas en parler. Et non, et je ne vais pas parler aussi de la cigarette électronique, la vapoteuse, qui est vraiment un sujet très intéressant, mais on n'a pas le temps d'aborder ça. Alors, en fait, quelques chiffres. Il faut bien, ça, c'est juste des informations à bien retenir si vous avez justement des patients qui fument. C'est vraiment le tabac, c'est vraiment, on sous-estime, mais c'est vraiment un drame sanitaire. C'est la première cause de mortalité évitable. Elle touche, ça fait à peu près 75 000 décès par an. Donc, tous les jours, il y a 200 décès de personnes qui meurent à cause du tabac. C'est le seul produit de consommation courante qui tue prématurément 63% de ses consommateurs et dont la moitié entre 35 ans et 69 ans. Pour un fumeur, en fait, qui fume à peu près un paquet par jour, il va dépenser 4 320 euros par an. Donc, c'est vraiment un budget important. Et lorsqu'on fait les consultations pour le tabac, en fait, ce qui revient aussi dans la motivation de l'arrêt, c'est aussi le côté, le coût. Voilà. Même si la plupart des fumeurs, malheureusement, vont aussi en Andorre en acheter, mais le coût revient. C'est un désastre environnemental, surtout en ce moment, on parle tout le temps de tout ce qui est bio. Euh, et ben, en fait, c'est 20 000 tonnes de mégots par an qui sont jetés sur la voie publique en France. Et c'est surtout 5% de déforestation mondiale. Il faut savoir aussi que les feuilles de tabac demandent beaucoup d'eau. Donc, pour cultiver le tabac, il faut beaucoup d'eau. Et on est obligé, comme la feuille de tabac est assez fragile, on est obligé d'utiliser beaucoup de pesticides. Donc, les fumeurs vont après inhaler tous ces pesticides en même temps. Et puis, au niveau de l'Occitanie, eh ben, on est troisième sur le podium au niveau national. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de la combustion. En fait, il y a quelques messages à retenir, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est ce qui est important vraiment à bien comprendre, c'est la combustion. En fait, ce qui est dangereux, c'est la combustion. Quand vous allez allumer, quand vous fumez, pardon, je dis vous, mais les fumeurs, on va dire, en fait, dans la cigarette qui est allumée, il va y avoir de la nicotine, du monoxyde de carbone, des goudrons et des irritants. C'est tout ce qui, les irritants, c'est les particules fines. La nicotine, en fait, c'est vraiment ce qui va faire des fumeurs des acheteurs à vie. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qui va les rendre esclaves du tabac et c'est vraiment ce qui les enchaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a inhalation de nicotine, ça va monter directement au cerveau et ça va aller se placer dans ce qu'on appelle les récepteurs de nicotine qui se trouvent dans une partie bien précise du cerveau, dans la partie plaisir et récompense. Donc, en fait, la nicotine, c'est ce qui fait que ça vous enchaîne à cette addiction, à cette drogue. Et parce qu'en fait, à cause de ces récepteurs de nicotine. Et ça met 8 secondes en fait pour monter jusqu'au cerveau. Donc en 8 secondes, vous appuyez sur la touche plaisir et récompense. C'est pour ça que les fumeurs ont tendance à dire, eh ben, c'est mon plaisir. En fait, c'est tout à fait compréhensible parce qu'en effet, en 8 secondes, eh ben, ils ont touché cette touche plaisir et récompense. Après, on va voir le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, quand vous fumez une cigarette, enfin, pardon, je dis vous, j'ai l'habitude parce que d'habitude, je m'adresse aux fumeurs que j'ai en sevrage. Une cigarette, ça équivaut à 8,5 ppm. En fait, c'est le score qu'on a pour évaluer la pollution de l'air. Donc, une cigarette, en fait, en fumant une cigarette, les fumeurs atteignent la pollution de l'air. Et la pollution de l'air, c'est l'alerte, en fait, qu'on dit aux sportifs de pas aller courir dehors, hein, parce qu'il y a alerte à la pollution. Voilà, donc c'est vraiment c'est assez polluant comme quand on fume. Et après, c'est ce qui va causer en fait toutes les maladies cardiovasculaires. Quand vous avez du monoxyde
monoxyde de carbone à l'intérieur de votre corps, ce monoxyde de carbone, il va se placer à la place de l'oxygène sur les globules rouges. Et c'est pour ça aussi que les patients sont essoufflés, c'est parce qu'il leur manque de l'oxygène. Et le cœur est obligé de battre beaucoup plus vite pour expulser ce monoxyde de carbone et faire entrer à la place l'oxygène. Quand on est en consultation, on leur fait tester en fait le monoxyde de carbone avec un petit appareil. Et c'est vrai que les taux sont assez élevés. Et du coup, moi, je leur explique que c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle parce que le corps n'est pas fait pour avoir autant de monoxyde de carbone. Mais par contre, au bout de 3 jours d'arrêt, le taux de monoxyde de carbone redescend à zéro. Voilà. Donc après, on a les goudrons. Les goudrons, c'est ce qui va provoquer tous les cancers. Et ça, pour 10 cigarettes par jour, c'est à peu près un pot de yaourt de goudron qu'on a dans les poumons. Alors, quand les fumeurs vont arrêter de fumer, c'est pour ça que la plupart du temps, des fois, il y en a des fois qui vont aller cracher en fait le goudron. Parce que à partir du moment où on arrête de fumer, en fait, il y a l'organisme qui va partir sur de la détoxication du corps et les petits cils qui sont dans les branchioles vont se remettre à travailler et vont expulser ce goudron. Et après, il y a tous les irritants, c'est toutes les particules fines. Je vais vous montrer à la prochaine diapo où on voit tout ce qui est rajouté dans le tabac. Et c'est ce qui va provoquer en fait toutes les maladies, les BPCO, toutes les maladies pulmonaires respiratoires. Voilà, là, c'est en fait tout ce qu'il y a il y a plus de 4000 composés dans la cigarette. Et c'est vraiment, toutes ces particules fines sont très mauvaises pour la santé. Et alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi on rajoute en fait toutes ces particules fines dans la cigarette? En fait, c'est pour accélérer la vitesse à laquelle la nicotine va monter au cerveau. Une addiction est de plus en plus forte quand le temps est de plus en plus court entre le moment où la substance passe dans le corps et monte directement au cerveau. Donc là, elle est de 8 secondes. C'est pour ça que le tabac, c'est une des drogues les plus dures parce que ce temps est très court. C'est plus court que la cocaïne ou que les autres drogues. Parce que faut vraiment retenir ça, c'est à cause du temps, euh, du temps à laquelle ça monte au cerveau. Voilà, la substance. Et après, en fait, par rapport à la nicotine, c'est pareil aussi. Il y a certains produits qui rajoutent aussi dans ces composés toxiques, c'est pour potentialiser la nicotine. Voilà. Donc, c'est vraiment un produit qui est vraiment étudié, que les fumeurs deviennent des acheteurs à vie. Et c'est ça qui est important. Et aussi, ce qui est important dans l'industrie du tabac, c'est de faire fumer en fait les gens de plus en plus le plus tôt possible. C'est-à-dire que le public qui vit, c'est surtout les jeunes, parce que le cerveau n'a atteint sa phase de maturité qu'à l'âge de 25 ans, 24 ans, 25 ans. Et tous les fumeurs qui vont fumer avant cet âge-là vont fabriquer des milliards et des milliards de récepteurs de nicotine dans le cerveau. Donc, ils vont avoir besoin, en effet, de leur drogue régulière. Alors maintenant, on va parler un petit peu du processus d'addiction. Pour évaluer un peu l'addiction au tabac, on peut poser, il y a le test de Fagerstone qui est assez intéressant, mais on peut le poser en deux questions. Une première question, c'est par rapport à l'heure à laquelle ils vont, l'heure à enfin, par rapport au temps où entre le baiser et la première cigarette à laquelle ils vont la fumer. Ce temps-là, plus il est court, plus ça montre que l'addiction est forte. En fait, c'est parce que les récepteurs de nicotine, il y a une vidange qui se passe dans le cerveau et ces récepteurs de nicotine vont se vider toutes les 4 à 6 heures. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que les fumeurs vont avoir un rythme assez régulier dans le temps d'aller fumer une cigarette. Donc, le matin, si pendant la nuit, les fumeurs n'ont pas fumé, ils vont se réveiller avec l'envie forte de fumer parce que tous ces récepteurs se sont vidés de leur nicotine. Donc, le manque va se sentir. Et après, ce qui est important de savoir, c'est aussi le nombre de cigarettes qu'ils fument.
Pour parler de cigarette, la cigarette à rouler, le tabac à rouler est beaucoup plus fort que la cigarette industrielle. Parce que sur le tabac à rouler, ça fait à peu près, quand un fumeur fume une cigarette, ça équivaut à 3 cigarettes industrielles. Parce que les fumeurs sur le tabac à rouler sont obligés de tirer très fort en fait sur leur cigarette pour pas qu'elle s'éteigne. Et en fait, ils vont inhaler, ils vont tirer 3 fois plus fort sur leur cigarette et ils vont inhaler 3 à 4 fois plus de nicotine, de particules fines, de goudron. Voilà, c'est pour ça que le tabac roulé, c'est vraiment beaucoup plus nocif que la cigarette industrielle. Après, dans l'addiction, en fait, on a 3 composantes. On a la composante comportementale, physiologique et physique. Comportemental, ça va être le geste, ça va être en compagnie d'autres fumeurs, en soirée. Psychologique, ça va être soit par rapport à des moments de stress, par rapport à des moments, des gens qui passent des événements difficiles et à ce moment-là, ils vont se mettre à fumer. Et par rapport au physique. Le physique, c'est la substance. Et entre autres, ici, c'est la nicotine. Voilà. Euh, donc là, j'ai mis une définition. C'est vraiment. Alors peut-être que je sais pas si dans l'assemblée il y a des gens qui sont fumeurs, mais peut-être qu'ils vont bien comprendre, ou des ex-fumeurs. Moi, je suis une ex-fumeuse. Processus selon lequel un comportement qui permet à la fois d'éprouver du plaisir et un soulagement d'une tension interne est répété malgré les efforts pour en réduire la fréquence du fait de la perte du contrôle au cours de sa réalisation et poursuivi malgré ses conséquences négatives. En fait, c'est vraiment là, on peut voir en fait toutes les composantes de l'addiction au tabac. C'est vraiment le plaisir et puis cette tension qui est interne et qui fait que le fumeur va aller allumer sa cigarette. Donc là, c'était par rapport au craving. Le craving, c'est très important, mais dans toutes les addictions. Et quand on va prendre en charge le sevrage du tabac, on va être vraiment à l'écoute de ce craving. Sur le sevrage du tabac, on patch je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais il faut bien comprendre qu'on va patcher les gens et on va leur dire de fumer parce que justement, ce qu'on veut, c'est éviter ce craving. Les rechutes aussi, c'est soit ils n'ont pas été assez bien sevrés avec les patchs de nicotine et du coup, le craving va apparaître à nouveau. Voilà, donc il y a les composantes aussi émotionnelles, comportementales, cognitives, physiologiques. Voilà, donc c'est vraiment la substance et la perte de contrôle. Les fumeurs le savent, ils veulent toujours. Moi, je leur dis le meilleur jour pour arrêter de fumer, c'est demain, parce qu'en fait, ils ont l'intention d'arrêter de fumer, mais bon, ils n'y arrivent pas. Et il faut avoir aussi en tête que sur 10 fumeurs, il y en a 7 qui veulent arrêter de fumer. Voilà, les méfaits. Donc là, on va aborder tout ce qui est méfaits du tabac. Donc, il y a alors on n'en parle pas souvent, mais il y a le tabac passif. En fait, ça augmente de 25% les risques cardiopathie ischémique et le cancer du poumon. Chez les enfants, il y a le risque de mort subite du nourrisson, les infections respiratoires, des otites, l'asthme. Juste pour vous raconter une anecdote, on a eu un papa pour un sevrage de tabac. Il avait fumé dans la voiture, il avait sa fille qui était là. Il avait fumé avec les fenêtres ouvertes, nous a-t-il dit. Et on l'avait testé, le papa, au monoxyde de carbone. Et on a testé sa fille aussi. Et en effet, elle était aussi positive. Voilà. Et ensuite, des fois, on sous-estime On dit, oui, on fume qu'une cigarette, hein. Et en fait, on sous-estime même une cigarette. En fait, c'est mauvais pour la santé. Ça augmente le risque d'infarctus. Et, euh, et, et là aussi, on va le voir au niveau de l'homme et les femmes, au niveau du sexe, on est différents. Les femmes qui fument ont beaucoup plus de chances de faire des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc on arrive sur tout ce qui est inégalité des sexes. Pour une fumeuse, en fait, elle va avoir beaucoup plus de problèmes de BPCO. Elle va faire une BPCO beaucoup plus tôt qu'un homme.
tous les signes de décompensation vont arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus importants. Donc, c'est vraiment avoir une répercussion sur sa qualité de vie. Traitement, ça prend la pilule et le risque est augmenté. Le cancer du sein, c'est pareil, surtout en période de préménopause et surtout si elle a commencé en début de son adolescence. Et il y a une mortalité plus importante par rapport au cancer du sein chez les non-fumeuses. Euh, et ensuite, par rapport à la grossesse, c'est pareil. Il y a un problème d'hypofertilité, il y a un problème avec les menstruations. Et après, sur l'enfant aussi, il y a les enfants, ils naissent avec des petits poids. Enfin, la maman, c'est très difficile. Enfin, c'est difficile. Je trouve que la prise en charge des mères qui fument pendant leur grossesse n'est pas assez bien mise en place. Après, là, en ce moment, on se rend compte aussi que le cancer du sein et le cancer du poumon, le cancer du sein diminue parce qu'on fait beaucoup de campagnes par rapport à la prévention du cancer du sein. Mais par contre, le cancer du poumon est en train de monter en flèche. Voilà. Après, par rapport, alors je vous présente en fait, les méfaits du tabac. C'est des populations que je trouve qui sont, dont on parle pas assez. Et voilà, j'essaie de vous apporter des informations qui me paraissent assez pertinentes. Enfin, en santé mentale, en fait, quand on voit les gens qui ont des problèmes en psychiatrie, il y a beaucoup de fumeurs et on a beaucoup de mal à les faire arrêter de fumer. Donc là aussi, il y a vraiment un manque de prise en charge. Et par rapport aussi aux traitements, les traitements ils ont des lourds traitements. Moi, j'ai une patiente qui a des troubles bipolaires et elle fumait 3 paquets. Alors, ils ont une forte consommation aussi en plus. Elle fumait 3 paquets de, paquets de cigarettes par jour. Et là, on est arrivé à aller juste à 3 cigarettes par jour maintenant. On n'arrive pas, j'ai essayé de descendre au maximum, mais j'arrive pas à la sevrer complètement. Donc on lui laisse, on a décidé avec le médecin traitant de lui laisser ces 3, 4 cigarettes et elle est patchée avec 7 patchs de 21 milligrammes. Donc vous voyez, et depuis un an. L'alcool aussi, c'est un problème parce qu'en général, l'alcool et le tabac, ça va ensemble. Mais par contre, les études prouvent que quand on arrive à faire arrêter soit le tabac, soit l'alcool, en fait, les deux vont pouvoir s'associer et on va avoir de bons résultats. Voilà. Donc ça, c'est sur le cancer. Ça, tout le monde est au courant que vraiment ça donne le cancer. Par rapport aux poumons, c'est 90% des cancers sont dus au tabac. Et puis, un cancer sur 3 et le tabac est impliqué dans un cancer sur 3. La BPCO. Alors, la BPCO, on a envie de dire que le premier traitement, c'est l'arrêt du tabac. Euh, voilà, mais ça, c'est vraiment, enfin, c'est important alors, si on fait un rapport avec le bilan de prévention, vous allez voir dans le bilan. Ah, pardon. On était coupé. Pardon. Dans le bilan de prévention, vous avez des questions par rapport justement à la BPCO. Toussez-vous souvent, c'est-à-dire tous les jours. Ensuite, il y a une autre question par rapport si la toux est grasse ou si elle ramène des crachats. Et êtes-vous facilement essoufflé qu'une personne de votre âge? Et après, normalement, les bilans de prévention, c'est pour une certaine population. C'est pour les gens qui ont 40 ans là, c'est pour savoir s'il y a un fort risque de BPCO. Dans nos consultations, on a posé ces 4 questions. Parce que si le patient répond de oui, ça veut dire qu'il a un fort risque de BPCE et c'est là qu'il faut l'alerter. Alors, les bienfaits, les bénéfices de l'arrêt du tabac. En fait, dès que le fumeur va arrêter de fumer, 8 heures après, il va déjà avoir une amélioration au niveau de l'oxygène.
c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est par rapport au monoxyde de carbone qu'il aura expulsé. Au bout d'un jour, il n'y aura plus de nicotine. Mais par contre, il garde dans le cerveau. Le cerveau, il a été transformé à cause de ces récepteurs de nicotine. Donc, les récepteurs de nicotine vont rester. Vous vous souvenez que c'est quand ils vont se vider que le manque va venir. Ensuite, ce qui est intéressant, les retours qu'on a, surtout des fumeurs qui arrêtent, c'est une meilleure concentration. Euh, Après, le souffle qui revient, ils sont beaucoup moins essoufflés. Au niveau du goût aussi, ils sentent à nouveau mieux la nourriture. L'odorat revient. Et des fois, il y a des gens qui ronflent la nuit, du coup, ils arrêtent de ronfler et surtout, ils ont un sommeil beaucoup plus réparateur par rapport à la reproductivité, et aussi par rapport au teint. Le teint est grisâtre quand on fume à cause du monoxyde de carbone et dès qu'on arrête de fumer, on retrouve ce teint-là. Par rapport au cancer, en Sophie, fait, oui, Sophie, c'est juste pour te dire, oui. on est à 20 minutes. Ah, Voilà. d'accord, ok. Bon, ben, je vais accélérer. Merci. Alors, les solutions. Alors, pour les patchs de nicotine, alors tous les patchs sont remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle. Moi, j'ai une ordonnance type qu'on pourra vous partager, qu'on pourra mettre dans la boîte à outils. Donc, vous pourrez l'utiliser si vous voulez prescrire des patchs. Euh, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes, tous ces professionnels de santé peuvent prescrire. Alors, le plus important, en fait, à retenir, c'est adapter les doses, en fait, de nicotine. Chaque individu va avoir sa dose un peu au niveau des patchs. Dans les patchs, on a du 20, 21 mg, du 14 et du 7 mg sur 24 heures. Et après, on a des dosages qui sont un peu différents sur 16 heures. Voilà. Donc, il y a 24 heures et 16 heures. Le 24 heures, c'est au bout d'une heure, ça fait effet. Et les patchs sur 16 heures, ça fait effet au bout de 4 heures. Et les patchs sur 16 heures, on va plus les utiliser la nuit, que les gens puissent dormir tranquillement, parce que la nicotine en patch, ça a des effets sur le sommeil. Hum. Donc, par rapport quand on va pouvoir, alors, ce qu'il faut retenir, c'est on peut patcher les gens et ils peuvent fumer. On va augmenter le dosage de patch et en même temps, ils vont diminuer leur nombre de cigarettes. Les signes de sevrage, en fait, ça va être, s'il est sous-dosé, il va avoir le craving qui va venir, trouble de l'humeur, irritabilité, colère, anxiété, difficulté de concentration, augmentation de l'appétit, fébrilité, agitation. Et les signes de surdosage, ça va être palpitations, maux de tête, diarrhée, nausées, vomissements et malaise. On a une checklist, en fait, ça aussi, on pourra le partager dans la boîte à outils de questions qu'on va leur poser quand on fait ce suivi. On fait le suivi la plupart du temps par téléphone, comme ça c'est plus pratique pour eux. Et voilà, donc on leur pose toutes les questions pour savoir s'ils sont soit surdosés, soit sous-dosés. On leur demande de boire de l'eau, pas de l'alcool. On vérifie aussi s'ils ne boivent pas de l'alcool, parce qu'il y en a qui ont tendance à compenser avec de l'alcool ou la nourriture. Donc, quand on compense avec l'alcool, bon, ça c'est un autre problème, mais avec la nourriture, c'est qu'on est sous-dosé. Dès qu'un patient va prendre du poids, c'est qu'il est sous-dosé. De diminuer le café, parce que le goudron annule l'effet de la caféine. Donc, quand ils vont diminuer en fait la cigarette, ah, ouais, je vais me dépêcher. La caféine va apparaître, plus importante. Alors, ça, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Donc, les effets les plus courants, c'est quand même les insomnies quand on est patché la nuit. C'est pour ça qu'on peut mettre les patchs de 16 heures. Et les allergies au patch, c'est l'allergie à la colle. Et là, on est obligé d'arrêter malheureusement, on n'a pas trop d'alternance, on est obligé d'alternative, pardon, on est obligé d'arrêter les patchs ou on essaye avant de les arrêter de les mettre sous la plante des pieds, c'est allergisant. Et après, on utilise aussi donc les patchs et les gommes à sucer. Voilà. Et après, donc le plus difficile, c'est
le problème de l'insomnie, l'allergie aux patchs, et après par rapport aux gens qui ont des antécédents de dépression, de stress, d'anxiété, et les fumeurs qui fument quand ils sont malades. Ceux-là, c'est vrai que c'est le plus difficile. Euh, les symptômes de l'arrêt du tabac, c'est des fois il y a des gens qui ont de la fatigue, mais c'est normal parce que le corps est en train de travailler et d'enlever toutes ces impuretés. Et puis après, des fois, malheureusement, en fait, bah, c'est là où le corps travaille beaucoup, mais ils attrapent plein des grippes. Enfin, voilà, ils tombent malades, mais c'est vrai que c'est par rapport à cette désintoxication du corps. Il faut savoir aussi que dans le tabac, ils mettent des anesthésiants pour pouvoir inhaler cette fumée. Autrement, on ne pourrait pas fumer. Voilà. Donc, tous les petits signes d'alerte au niveau de la douleur qu'ils pouvaient avoir avant, eh ben, en fait, ils apparaissent à l'arrêt du tabac. Alors, dans le bilan de prévention, en fait, vous avez des questions par rapport au tabac. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut sauter sur l'occasion pour leur demander s'ils veulent arrêter de fumer ou pas. Donc après, voilà, je vous ai mis quelques questions. Avez-vous déjà envisagé d'arrêter de fumer? Qu'aimeriez-vous faire? Comment comptez-vous vous y prendre? Que pourriez-vous faire? Quelle serait votre première étape? Quel obstacle voyez-vous et comment pouvez-vous les surmonter? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pourriez le faire? En fait, voilà, il faut vraiment aborder, quand vous avez un fumeur en face de vous, quand il vous dit qu'il fume, il faut aborder, est-ce que vous avez déjà songé à arrêter de fumer? Alors, les outils motivationnels, on a le monoxyde, l'appareil. Alors, si vous êtes sur une MSP, c'est intéressant de l'avoir, je trouve, ou une CPTS, pour pouvoir calculer ce monoxyde de carbone. Après, lors des consultations, c'est intéressant de leur demander de faire cette balance décisionnelle avec pourquoi j'aime le fumer, pourquoi j'aime pas le fumer, mes craintes à l'arrêt du tabac et la motivation, voilà, sur laquelle vous allez rebondir. Pourquoi vous voulez arrêter de fumer, quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous avez besoin. Après, on peut leur demander aussi entre 0 et 10 par rapport au risque s'ils continuent à fumer, bien connaître aussi les risques qu'ils ont, mais leur ressenti. Ce qui est important, c'est leur ressenti. Et, et après, le travail enfin, tout ce qui est vraiment pour un sevrage qui soit vraiment intéressant et qui dure dans le temps, pour nous, c'est vraiment les substituts nicotiniques, la marche. On leur demande tous d'aller marcher parce que c'est vraiment important. Ça fait baisser le mental. Et puis, se faire la to-do list des plaisirs. Parce qu'en fait, ils sont tellement conditionnés par les plaisirs dus au tabac ils vont oublier en fait tous les autres plaisirs de la vie. Alors, voilà, après, c'était sur l'outil motivationnel, leur demander entre 0 et 10 à combien ils sont motivés pour arrêter de fumer. Mettons, s'ils vous disent à 5, vous pouvez leur poser la question, pour être à 8, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, à retenir, voilà, on va arriver à la fin. Il n'y a pas de mauvaise méthode pour arrêter de fumer. Moi, je pense qu'il faut. Alors, les patchs, bien sûr, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. Mais il y a d'autres méthodes, l'hypnose. Sur le mois sans tabac, on a tout associé. On a associé les consultations avec les patchs, l'hypnose, la relaxation, voilà, plein d'autres choses. Et c'est vrai que sur le mois sans tabac, on prend une centaine de personnes. On a pris à chaque fois sur trois ans. Et on est arrivé à entre 70 et 80% de gens qui ont été à l'arrêt du tabac au 30 novembre. Donc, c'est vraiment une belle réussite. On va toujours venir en aide à celui qui veut arrêter de fumer, enfin, toujours dans nos possibilités, et qu'il faut absolument qu'il le dise autour de lui, parce que c'est vrai qu'il peut être un peu irritable. Euh, alors, à retenir aussi, à tout moment, un fumeur qui arrête de fumer, dans son cerveau, son cerveau a été transformé. En fait, il y a eu des modifications dans son cerveau plutôt. Du coup, à tout moment, 10 ans après avoir arrêté de fumer, on peut avoir envie de fumer à nouveau. C'est tout à fait normal. Il vaut mieux le prendre comme ça, que c'est normal. Et là, dans ce cas-là, il faut se repatcher. Il faut remettre un patch de 7, 14, 20, 21. Voilà. Et moi, j'ai eu des fumeurs qui sont revenus me demander, qui avaient arrêté de fumer pendant des années. On s'est repatché, je l'ai repatché et c'était bon. Il a passé le cap, il s'est pas remis à fumer. Ou de prendre une pastille aussi. Euh,
Après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prescrire. Je ne vous conseille pas de prescrire avec les gens qui ont des antécédents de psychiatrie, de gros stress ou de dépression. Là, c'est beaucoup plus difficile. Mais par contre, oui, on a le droit de prescrire. Après, moi, j'annonce toujours l'arrêt du tabac. C'est vraiment une opportunité pour s'occuper de sa santé. Et puis, profitez aussi des événements que vous avez sur vos CPTS, MSP, ESP pour tenir un stand soit sur l'arrêt du tabac, soit sur les bilans de santé. Ça, c'est vraiment important. Et puis, eh ben, prenez soin aussi et avant tout de votre santé. Les personnes qui sont là, qui sont des fumeurs, ça serait peut-être bien d'arrêter de fumer. Enfin, voilà, c'est l'occasion aussi de vous sensibiliser pour l'arrêt du tabac. Pour mieux, donc prenez soin de votre santé pour mieux aider ceux qui en ont besoin. Et là, après, voilà, nous avons toutes les ressources que je vous ai mis. Euh, la fiche aussi qu'on a fait aux URPS, les ressources, les références et vos questions. Merci. Christelle, tu peux ouvrir ton micro? Oui, tu es coupé. Sylvie, Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai pas eu de questions. Je vous ai mis en lien le test de Fagerstrom et notre brochure faite au niveau de l'URPS sur les bilans de prévention pour tout pour se lancer, où vous allez retrouver tout ce dont Sophie vous a parlé. Et là, je vous mets de suite le lien pour la fiche tabac. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Je vous Sophie, ai il faudrait activé ouvrir les votre micro. Je vous ai activé votre micro. C'est à vous de activer de votre part votre micro. Ah ouais, les participants, vous devez activer votre micro et vous faites lever la main pour qu'on entende vos questions. Déjà, est-ce que enfin, vous avez des questions par rapport au sevrage ou comment vous voyez ça sur vos bilans de prévention? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour pouvoir en parler? Je pense que les micros ne marchent pas. En fait, les personnes, s'ils ont des questions, il faut qu'ils activent leur micro. Les personnes, vous devez ouvrir votre micro qui est... Mais peut-être lever la droite. main si vous avez une question. Ah, il y a Joël peut-être. Non, je testais le micro, mais enfin, je peux parler. Du coup, la présentation était super. Je ne dis pas ça parce que je connais Sophie, mais c'est très, très, très rapide et très dense. Et donc, du coup, pour poser des questions, c'est un peu compliqué parce que ça n'a pas eu le temps de bien monter au cerveau. Sachez que le webinaire est enregistré. Vous pouvez le revoir et revoir à volonté. Alors, le tout, c'est que là, on est sur des bilans de prévention et je pense que le temps de ce bilan de prévention, on ne peut pas faire un sevrage de tabac. Mais c'est de mettre la petite puce au patient à l'oreille. Peut-être que je vais arrêter de fumer. J'ai besoin peut-être d'être aidée. Peut-être je reverrai l'infirmière pour qu'elle me prescrive ou on va le rediriger sur des organismes comme l'AMPA de son secteur ou le médecin traitant. Mais je ne pense pas que lors d'un bilan de prévention, il va dire « je vais arrêter de fumer ». Mais il va y penser. Et dans la consultation de suivi avec son médecin, il va peut-être en rediscuter ou il va se rediriger ou vous rappelez-vous, parce qu'il a créé le lien avec vous, et dire ben, redites-moi comment je peux faire pour arrêter de fumer et d'être et de l'aider dans le sevrage. Ce qui est important par rapport au webinaire que vous faites là, par rapport à ce bilan de prévention, c'est que en fait, quand on fait le bilan de prévention, soit on n'a pas les outils,
enfin, ce que vient de partager Sophie, ça va être aidant pour justement orienter un petit peu, si on a un fumeur, pour pouvoir l'orienter vers comment ça s'appelle, une amorce peut-être de réflexion sur un arrêt de tabac. Ouais. Alors que juste sur les questions posées sur le bilan de prévention, c'est pas aidant quoi, pour nous. C'est le but de ces webinaires, en fait, parce que nous, comme on le pratique un peu plus, on se rend compte que voilà, il nous faut de la matière, de pouvoir parler. Bon, Sophie, c'est l'experte, hein, Sophie, tu es l'experte, je parle en connaissance de cause, sur le tabac. Et en fait, le but, c'est de vous donner ces petites phrases et la matière pour amorcer dans leur bilan de prévention le changement de leur vie, de leur mode de vie. Contente qu'ils vous plaisent. Après, les messages clés, c'est vraiment que le tabac, c'est une maladie chronique, quoi. Que ça se soigne, c'est long, qu'ils sont esclaves, en fait, de cette nicotine et que la nicotine a transformé le cerveau, hein. Ça, voilà, c'est le message, c'est les déculpabiliser et voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils retiennent, qu'ils sont pas, presque ils y sont pour rien, dans le sens où ils sont esclaves de la nicotine. La cigarette, c'est juste l'emballage, en fait, pour vendre la nicotine et pouvoir faire des esclaves, quoi. Mm. D'autres questions? Après, je voulais juste repartir, alors juste vous dire par rapport au bilan de prévention, on a monté un groupe à côté de Toulouse, à Castanet. On est sur Castanet et on se réunit une fois par mois. Donc, si vous êtes approximatif, si vous êtes prêt, pardon, euh, de côté de Toulouse, vous êtes les bienvenus. On vous accueillera avec plaisir. C'est vraiment un groupe pour travailler sur les bilans de prévention et là, on va travailler justement sur les outils. Voilà. Pour vous rappeler, donc, l'URPS organise 2 soirées thématiques sur le bilan de prévention et la vaccination. La première se passera à Toulouse au journal La Dépêche le 18 mars. Donc, vous êtes toutes conviées à cet événement où on vous refera un topo, on répondra à vos questions. Et la deuxième sera sur Montpellier à midi libre. Ça sera le 9 avril à 20h. Voilà. On essaie de vous donner, le 9 avril, pardon. On essaie de vous donner toutes les clés et les moyens pour bien appréhender les bilans de prévention. Et après, et le prochain? Alors, le prochain webinaire, ça sera le premier mardi d'avril, le 1er avril, et on parlera de la sédentarité. Voilà. On vous fera un topo sur la sédentarité et vous donner tous les outils possibles. Pour rappel, vous avez toujours sur le site de l'URPS, vous pouvez poser vos questions, que ce soit de l'ordre de la facturation, comment s'y mettre. Nous vous répondons dans les 48 heures à 72 heures. Et vous retrouvez tous les webinaires, même les premiers du début, si vous voulez, vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez tout reprendre, tout est enregistré. Voilà, après, on est à votre disposition, hein, si vous avez des projets pour le mois sans tabac, si vous avez des questions, voilà. Sylvie, il y a des questions? Alors, je n'ai toujours pas de questions. Je vous ai mis tous les liens que je pense vous être utiles. Si vous avez besoin d'autres liens, n'hésitez pas à les demander, je vous les mettrai. Pour vos bilans de prévention, ce que j'aurais à rajouter, c'est que n'oubliez pas de vous inscrire sur l'annuaire de santé sur santé.fr pour être référencé. Et quoi vous dire d'autre? Vous dire que si vous avez aimé ce webinaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à faire venir d'autres personnes. Et on vous attend pour le 1er avril. Voilà. Le thème, la sédentarité. C'est ça. Oui,
Et puis, c'est vraiment, juste pour compléter ce que dit Sylvie et Christelle, quand vous allez faire les bilans de prévention, c'est vraiment, il y a trois parties. Il y a le questionnaire de mon bilan de prévention qui est rempli, qui peut être un auto-questionnaire, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui va le remplir, ou vous le remplissez avec lui s'il ne peut pas. Et après, il y a la fiche d'aide au repérage des risques. Et après, dans le troisième, c'est le plan personnalisé de prévention que vous allez remplir avec lui. C'est là où vous Euh, je, allez pouvoir, si vous voulez reparler du tabac, le signifier, l'écrire ici avec lui. voilà, je leur ai mis le lien pour avoir accès directement au livret que l'URPS a fait, où vous allez retrouver donc toutes ces fiches et toutes les modalités pour vous les procurer si besoin. Que vous en avez fait déjà des bilans de prévention, savoir un petit peu, parce qu'on là, on a 10 minutes encore pour échanger avec les participants, parce qu'on n'est pas trop nombreux, donc on peut échanger. Est-ce que certains... Joël, t'en as fait un? Certains ont fait des bilans. Elle a levé la main. Il y a... Ouais. Bonjour. 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 Moi, j'ai déjà commencé donc à faire des bilans de prévention. Voilà, je me suis motivée à les faire, ma collègue aussi, hein. Donc, on est en train de créer une ESP qui a été validée d'ailleurs. On a eu la réponse ce matin. Et voilà, moi, j'avais des réticences par rapport au tabac, si j'avais des patients à prendre en charge. C'est comment les amener à avoir la volonté à ce qu'ils arrêtent de fumer. C'est pas si évident que ça. Ils ne sont pas toujours d'accord. Et, et par rapport à débuter ben, justement un traitement par patch, voilà. Et l'anxiété, ils sont beaucoup stressés, l'anxiété et tout ça. Ouais. Ouais. C'est pour ça que la façon dont on y va avec les patchs, on commence avec un dosage assez bas et on les laisse fumer, en fait. On leur dit de fumer. Et après, on peut augmenter tous les 3 à 4 jours de 7 milligrammes les patchs et en fait, en même temps, ils vont diminuer leur consommation. Du coup, ça diminue aussi le stress, hein, l'anxiété et la peur, en fait, de partir dans le sevrage. Mais c'est vrai qu'il faut y aller enfin, progressivement, il faut prendre le temps. Mais après, vous pouvez vous former. Il y a des formations sur le sevrage du tabac. Il y a le Ouais. livre du docteur Galera qui est très bien. Moi, je me suis servi de son livre pour monter les consultations. Et puis, après, Après, enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment, à partir du moment où vous voulez vous lancer dedans, il faut se former un petit peu avec soit un FIFPL, soit un DPC. Lire lire ce livre-là sur le docteur Galera, je le mettrai, je ne l'ai pas mis dans les ressources, je le rajouterai. Et après, quand vous comprenez bien ce que c'est la physiopathologie en fait du tabac, de la nicotine, vous allez bien comprendre comment arriver à faire ces prescriptions de patch et de faire les consultations. Après, on a fait aussi une trame de consultation. Donc, si vraiment vous voulez vous lancer là-dedans, on peut la mettre dans la boîte à outils aussi, hein. D'accord, très bien. C'était Donc j'ai très Laurence, intéressant en Et tous les après, cas. répondre à... Pardon? j'ai Laurence qui me dit que ben merci pour les informations, mais qu'elle a toujours pas fait de bilan de prévention. Alors moi, quand j'ai commencé à en faire, le seul moyen, après chacun sa technique, hein, mais le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de sortir toutes les feuilles de recherche de risque. Et en fait, je les ai fait à ma famille. Et tout le monde y est passé, le mari, les enfants, ma belle-mère, hein, et du coup, ça m'a permis de pouvoir mieux, visualiser l'outil et surtout de me l'approprier et de le dédramatiser parce que, bah, c'est pas simple de changer de façon de travailler. Voilà. Oui. Donc n'hésitez pas
à sortir une fiche que vous allez trouver sur Amélie ou même sur le site URPS qui se rapproche de l'âge d'un des membres de votre famille et faites-lui un bilan de prévention gracieusement. Vous allez passer un temps agréable, convivial et peut-être même avec vos collègues. C'est très sympa parce que ce sont des jeux de rôle et ça vous permet de vous approprier l'outil. Voilà, Ce qu'il faut n'hésitez pas. savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez le commencer à l'organiser, c'est comme le vélo, on commence pas à pas. On n'est pas là pour faire 20 bilans de prévention. Là. C'est déjà si vous en faites un par semaine et que vous consacrez un temps sur votre tournée en consacrant 1 heure au début, parce qu'au début, c'est un petit peu long, on le sait, parce que voilà, on balbutie, on veut bien faire, on est quand même professionnel de santé et l'éducation, la prévention, c'est notre cœur de métier. Voilà, faites-vous des petits objectifs, 1 par semaine ou 2 dans le mois, et prenez plaisir à le faire. Alors, c'est vrai, comme disait Sylvie, c'est de vous rapprocher, de faire à votre famille ou à des patients avec qui vous avez du lien et qu'ils rentrent dans les tranches d'âge, hein, parce qu'il faut savoir que vous pouvez le faire à vos patients qui sont en BSI. Il suffit que ce ne soit pas fait au moment où vous faites votre BSI, mais à un autre moment de la journée. Parce que vous connaissez ces patients et que vous connaissez leurs problématiques de santé. Et voilà. Et ça va venir. C'est juste commencer, faire le premier pas. On a une main levée. Sylvie, qui a levé la main. Oui, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah, alors il faudrait baisser la main. C'était super, c'était très formateur. Merci beaucoup. Voilà, et on abordera Merci. tous les thèmes, hein, tous les principaux thèmes, tous les premiers mardis du mois par ces webinaires pour vous aider et faciliter l'approche du bilan de prévention. Quand on a fait la réunion là sur pour les bilans de prévention, on s'est exercé sur nous-mêmes, entre collègues. Hein. Et finalement, le retour, c'était qu'elles avaient. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Voilà, ça c'était sur le retour. C'est vrai qu'il manque la boîte à outils, ça c'est vrai. Mais le retour, c'était finalement quand on a commencé à en faire un, qu'on l'a fait, c'est pas si difficile que ça à faire. Hein. D'autres questions? Peut-être que notre président Jean-François a un petit mot à dire sur les bilans de prévention. Oui, bon, merci beaucoup pour le super travail. Il y a une équipe géniale. Moi, je suis très fier des élus là, qui portent ce projet, qui sont connectés avec vous aujourd'hui. Très vite, en tout cas, on a imaginé avec l'équipe que le bilan de prévention était quelque chose dont la profession devait investir, pour la bonne et simple raison que c'est la première fois, grosso modo, qu'on est en mode de consultation. Et en plus, on n'a pas de problème de rémunération. La rémunération est la même que nos autres collègues, médecins, sages-femmes et pharmaciens, et qu'on peut essayer effectivement de le mettre en place dans nos cabinets et de changer le regard que peuvent avoir la population sur les infirmiers, de nous voir avec simplement la piqûre et un gant de toilette dans les mains, comme on peut de manière vulgaire nous décrire. Et là, d'avoir en fait une vraie vision sur la santé dans sa globalité, parce qu'on a une vraie expertise en matière de prévention et de conseil en santé. Et là, on est sur le premier échelon d'une première consultation. Donc, effectivement, on a un peu un défi commun. Nous, c'était de dire, ben oui, dans un cabinet d'infirmier, c'est compliqué à mettre en place. Comment on fait pour aider les professionnels à le mettre en place? Moi, j'en fais à l'heure actuelle, à titre personnel, dans mon cabinet avec mes associés. En plus, on prend énormément de plaisir à les faire parce que on est dans une autre approche avec le patient et ça permet, quand alors à l'heure actuelle, tous les patients qu'on reçoit sont pas vaccinés, donc on leur prescrit la vaccination et puis ils reviennent nous voir pour faire la vaccination derrière. Donc en plus, ils identifient l'infirmier comme étant un vrai acteur de soins sur le territoire. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que, alors, on a un défi commun, c'est qu'il faut que ça réussisse. Il faut que ça réussisse parce qu'on est regardé un peu de loin.
Et si on ne s'empare pas des outils qu'on nous donne, c'est vrai que ça sera un peu compliqué pour aller réclamer d'autres choses demain. Donc, voilà, c'est des points qui me semblent être extrêmement positifs et faciles à mettre en place et qui vous identifient comme étant voilà. Alors, on organise d'ailleurs sur le sujet deux réunions. Une, je vous l'ai mise à Montpellier, il y a le lien, et à Toulouse, on va vous envoyer les liens pour parler de ces sujets à la dépêche et au Midi Libre, pour qu'effectivement après on ait des pages régions qui parlent des infirmiers et de la prévention et de l'engagement qui a été pris par rapport à la population. Et on a réussi, alors c'est un travail de Romain, hein, mais à dégoter des chroniques radio dans lesquelles les infirmiers sont les experts de la prévention. Sinon, la chronique radio, de toute façon, il se tourne naturellement vers les médecins et pas vers les infirmiers, alors que tous les autres pays du monde se tournent vers les infirmiers quand on parle de prévention. Voilà, et pour nous marquer comme étant un acteur incontournable sur les sujets de prévention. Évidemment, les étapes d'après, parce que on est tous des syndicalistes, même si on est à l'Union régionale des personnels de santé, c'est évidemment qu'on acte cette consultation dans nos prochains actes au niveau conventionnel. C'est-à-dire que l'aspect financier, là aujourd'hui, on est sous une forme expérimentale, même si c'est une enveloppe qui est cadrée, mais on le rentre comme étant une consultation. Donc j'espère qu'un jour, on aura la CI, la consultation infirmière à part entière, comme par exemple, et j'en arrêterai là, on espère qu'on aura l'accès direct à la plaie, par exemple, pour les patients qui en ont bien besoin, etc., etc. Donc bravo, bravo, bravo à tous et tous ceux qui vont le mettre en place. Voilà, franchement, on prend plaisir à le faire et je le fais. Ça me donne un autre regard sur mon activité, c'est quand même pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les soins à la maison, évidemment. Je reprends la parole, excusez-moi. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent la présentation de Sophie. Donc, vous allez pouvoir la retrouver via le site de l'URPS. Et dans le replay, vous allez pouvoir visionner. Peut-être que Sophie, tu pourrais mettre tout simplement le PowerPoint pour Oui. que les Oui. gens puissent le lire tranquille. Voilà. Oui. Voilà. Donc, vous allez retrouver tout ça. Je vous ai mis le lien du site via la conversation également. Voilà. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez... Donc, moi, je ne suis pas spécialisée, mais bon, j'en connais un rayon sur le tabac. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour des questions sur le tabac et puis vers l'équipe pour des questions sur le bilan de santé. On vous retrouvera sur ces rendez-vous. Et puis, si vous voulez participer aussi à notre groupe de travail à côté de Toulouse, vous êtes les bienvenus. Donc 18 mars à la Dépêche à Toulouse, pardon, et le 9 avril à Montpellier, au Midi Libre. Et rendez-vous pour le prochain webinaire sur la sédentarité au 1er avril. C'est ça.